La pluie tombait doucement sur le cimetière modeste ce mardi matin, chaque goutte portant le poids de paroles non dites et de promesses brisées. Emily Harper se tenait à côté de la tombe fraîche de sa mère, serrant une enveloppe usée qui allait tout changer de ce qu'elle pensait savoir sur la famille, l'amour et la trahison. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un si complètement que sa trahison a ressemblé à la perte d'un morceau de votre âme? Bienvenue. Dites-moi de quelle ville vous me regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, écoutez cette histoire. Emily avait toujours été la responsable. À 32 ans, elle avait traversé plus de tempêtes que la plupart des gens n'en affrontent dans toute une vie. La maternité célibataire lui avait appris à trouver la force dans les plus petites victoires et l'espoir dans les moments les plus sombres. Son fils de 6 ans, Liam, était son monde, sa raison de se battre quand tout semblait impossible. Mais se tenant dans le cabinet d'avocat cet après-midi gris d'octobre, Emily se sentait plus vulnérable qu'elle ne l'avait été depuis des années. La table d'acajou s'étendait entre elle et sa sœur aînée Jessica comme un océan de ressentiments non exprimés. Jessica était assise parfaitement posée, sa robe de créateur contrastant vivement avec le simple cardigan noir d'Emily. Même dans la douleur, Jessica parvenait à avoir l'air de sortir d'un magazine. Monsieur Aldridge, l'avocat de leur mère, s'éclaircit la gorge. Ses mains burinées tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait le dossier Manila contenant les dernières volontés d'Helen Harper. « Avant de commencer, dit-il, sa voix alourdie par des années à avoir été témoin de drames familiaux se dérouler dans cette même pièce, je veux que vous vous souveniez toutes les deux que votre mère vous aimait profondément. Ce que vous allez entendre, eh bien, cela pourrait vous surprendre. » Le cœur d'Emily martelait contre ses côtes. Elle avait passé les 3 derniers mois à s'occuper de leur mère jour et nuit. Nuit blanche, équipe de travail ratée, visite d'hôpital sans fin. Jessica avait rendu visite 2 fois, restant chaque fois moins d'1 heure. La succession, continua M. Aldridge, est évaluée à environ 450 000 $. Le chiffre flotta dans l'air comme de la fumée. La bouche d'Emily s'ouvrit. Leur mère avait travaillé comme couturière toute sa vie. Elle vivait dans une petite maison de 2 chambres et conduisait une voiture plus ancienne qu'Emily elle-même. D'où venait cet argent? Les doigts parfaitement manucurés de Jessica tambourinaient contre la table. 450 000, répéta-t-elle, sa voix aiguë de calcul. Maman n'a jamais mentionné. Votre mère était très discrète concernant ses finances, expliqua M. Aldridge. Elle a investi judicieusement au fil des décennies, de petites sommes, régulièrement. Elle voulait s'assurer que ses filles seraient en sécurité. Emily sentit des larmes brûler derrière ses yeux. Même dans la mort, leur mère essayait encore de prendre soin d'elle. Helen Harper avait sacrifié son propre confort, portant les 3 mêmes robes pendant des années, déclinant les invitations à dîner parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de rendre l'appareil. Tout cela pour que ses filles puissent avoir quelque chose de mieux. Maintenant, dit M. Aldridge, ajustant ses lunettes, la distribution est la suivante. La maison va à Emily, ainsi que tous les biens personnels et 50 000 $. Le cœur d'Emily se serra. 50 000 seraient utiles, certainement, mais avec les factures médicales de Liam et son salaire à temps partiel au restaurant local. Les 400 000 restants, continua monsieur Aldridge, doivent être placés dans une fiducie. Jessica, vous êtes nommée comme fiduciaire principale. Les mots frappèrent Emily comme un coup physique. Elle fixa sa sœur, cherchant tout signe de surprise ou d'inconfort. À la place, les lèvres de Jessica se courbèrent en un léger sourire. « Une fiducie, » dit Jessica prudemment. « Quelles sont les conditions ?» M. Aldridge feuilleta les papiers. La fiducie est établie pour le bien-être et le soutien de la famille. Le fiduciaire a un pouvoir discrétionnaire sur les distributions, avec la compréhension que tous les membres de la famille doivent être pris en charge selon leurs besoins. La voix d'Emily sortit à peine comme un murmure. Jessica décide de ce dont j'ai besoin. Le document est assez clair, dit M. Aldridge, bien que son ton suggérait qu'il n'était pas entièrement à l'aise avec cet arrangement. Jessica a l'autorité complète sur la gestion et les distributions de la fiducie. En quittant le cabinet d'avocat,
Émilie sentit le vent d'octobre transpercer sa fine veste. Jessica marchait devant, ses talons hauts cliquetant avec confiance contre le trottoir. « Jess !» appela Émilie. « Nous devrions parler de cela. » Jessica se retourna et, pendant un moment, Émilie vit quelque chose de familier dans les yeux de sa sœur. Le même regard qu'elle avait eu enfant quand elle voulait quelque chose qu'Émilie possédait. Affamé. Calculateur. « De quoi discuter ?» dit Jessica. « Maman a rendu ses souhaits clairs. Elle m'a fait confiance pour gérer l'argent de manière responsable. Mais c'est moi qui me suis occupé d'elle, » dit Émilie, détestant combien elle paraissait désespérée. « J'ai quitté mon travail à plein temps. J'ai dormi sur des chaises d'hôpital pendant des semaines. J'ai tenu sa main quand elle est morte. Et j'étais là émotionnellement, » répliqua Jessica avec fluidité. « J'ai écouté ses peurs, ses regrets. J'ai compris ce dont elle avait vraiment besoin, qui était plus que simplement quelqu'un pour changer ses draps. » La cruauté dans la voix de Jessica rendit Émilie muette. Elle regarda sa sœur monter dans sa berline de luxe et s'éloigner, laissant Émilie seule dans le parking avec rien que des questions et un sentiment croissant d'appréhension. Cette nuit-là, Émilie s'assit à sa table de cuisine fixant les documents légaux. Liam dormait, sa respiration douce et régulière depuis la pièce voisine. La maison semblait impossiblement silencieuse, comme si même les murs retenaient leur souffle. Elle pensa aux dernières semaines de sa mère. Hélène avait été parfois confuse, mélangeant les noms et les dates, mais elle avait toujours reconnu Émilie, avait toujours serré sa main quand la douleur devenait trop forte. « Tu es ma bonne fille », avait murmuré Hélène une nuit quand la morphine rendait sa voix épaisse et étrange. « Tu as toujours été ma bonne fille. » Hélène avait-elle vraiment voulu que Jessica contrôle tout l'héritage? Ou s'était-il passé quelque chose qu'Émilie ne comprenait pas? Le lendemain matin apporta la première d'une série de petites humiliations. Émilie arriva au restaurant pour son service pour trouver sa responsable, Madame Peterson, qui l'attendait avec une expression inconfortable. « Émilie, ma chérie, » dit Madame Peterson, « j'ai entendu parler du décès de votre mère. Je suis vraiment désolée pour votre perte. » « Merci, » répliqua Émilie nouant son tablier. « Je suis prête à retourner au travail. » « Eh bien, c'est ce dont je voulais vous parler. » Madame Peterson bougea mal à l'aise. « J'ai reçu un appel hier de quelqu'un prétendant représenter les intérêts de votre famille. Ils ont suggéré que peut-être vous n'auriez plus besoin de ce travail, étant donné vos circonstances changées. » Émilie sentit le sang quitter son visage. « Que voulez-vous dire ? » « Ils ont mentionné un héritage. Ils ont dit que vous pourriez chercher quelque chose de plus, adapté à votre nouvelle position dans la vie. » Les mots semblèrent du poison. Émilie sut immédiatement qui avait fait cet appel. Jessica avait toujours été douée pour la manipulation, pour planter des graines qui fleuriraient exactement dans le genre de problème qu'elle voulait. « Madame Peterson, » dit Émilie prudemment, « j'ai besoin de ce travail. Peu importe ce qu'on vous a dit, j'ai besoin de ce travail. » Cet après-midi-là, Émilie alla chercher Liam à l'école pour le trouver plus silencieux que d'habitude. En rentrant à la maison, il finit par parler. « Maman, la maman de Tommy a dit qu'on est riche maintenant. Est-ce qu'on est riche ?» Le cœur d'Émilie se serra. Comment expliquer à un enfant de 6 ans que parfois la famille peut être plus compliquée que les règles de la cour de récréation? « Nous sommes riches d'autre façon, mon chéri, » dit-elle, s'agenouillant pour le regarder dans les yeux. « Nous avons l'un l'autre, et nous avons l'amour de grand-maman, même si elle est partie. Mais la maman de Tommy a dit qu'on pouvait acheter une grande maison maintenant, avec une piscine. » Émilie ferma les yeux. Les ragots avaient déjà commencé. Dans leur petite ville, les nouvelles voyageaient plus vite qu'un feu de forêt, et les faits se perdèrent souvent en cours de route. Ce soir-là, Émilie conduisit chez Jessica. La maison de style colonial se dressait sur 3 acres de pelouse parfaitement entretenus, complète avec une allée circulaire et un éclairage de jardin élaboré. Jessica avait bien épousé, un homme d'affaires prospère qui voyageait fréquemment et semblait content de laisser sa femme gérer leur vie sociale. Émilie sonna et attendit. Quand Jessica ouvrit la porte, elle portait un peignoir de soie et tenait un verre de vin. « Émilie, » dit Jessica sans l'inviter à entrer. « Que fais-tu ici ?»
Nous devons parler de la fiducie. Jessica soupira dramatiquement. Entre mais fais vite. Richard appelle de Singapour dans 20 minutes. L'intérieur de la maison de Jessica était comme quelque chose sorti d'un magazine de décoration. Tout parfaitement coordonné, rien déplacé. Emily se sentait minable en comparaison, portant son jean de seconde main et le pull qu'elle possédait depuis l'université. « Jess, » commença Emily, « je sais que les choses ont été compliquées entre nous, mais cela concerne l'avenir de Liam. L'argent de la fiducie pourrait aider pour son éducation, ses factures médicales. » « Factures médicales ?» Jessica haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Liam ?» Emily fixa sa sœur. Jessica n'avait-elle vraiment pas remarqué les appareils auditifs de Liam lors des quelques fois où ils avaient été ensemble? Les rendez-vous d'orthophonie qu'Emily pouvait à peine se permettre? L'équipement spécialisé dont il avait besoin? Liam a une perte auditive partielle, dit Emily doucement. Il a besoin de traitement et de thérapie continue. L'équipement est cher et l'assurance ne couvre qu'une partie. Pendant un moment, quelque chose vacilla sur le visage de Jessica. Puis le masque se remit en place. « Je suis sûre que tu trouveras quelque chose, » dit Jessica. « Tu t'en sors toujours. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maman m'a confié cette responsabilité pour une raison. Elle savait que je prendrais des décisions rationnelles, pas émotionnelles. Emily sentit la colère monter dans sa poitrine comme une marée. Des décisions rationnelles? Jessica, j'ai dormi sur une chaise à côté de son lit d'hôpital pendant 2 mois. Je l'ai nourri de soupe quand ses mains tremblaient trop pour tenir une cuillère. Je lui ai chanté ses chansons préférées quand elle ne pouvait pas dormir. Où étais-tu? Je la soutenais émotionnellement, dit Jessica froidement. Quelque chose que tu n'as jamais su comment faire. Maman avait besoin de parler de ses peurs, de ses préoccupations spirituelles. Elle avait besoin de conversations intellectuelles, pas juste de quelqu'un pour vider les bassins. Les mots frappèrent Emily comme des gifles. Elle pensa à toutes les nuits où elle avait tenu la main de sa mère, toutes les fois où elle avait écouté les histoires d'Hélène sur son enfance, son mariage, ses rêves pour ses filles. « Si tu en as fini avec ta performance dramatique, » continua Jessica, « j'ai cet appel à prendre. » Emily partit sans un autre mot. En rentrant chez elle à travers les rues qui s'assombrissaient, elle sentit quelque chose se briser en elle. Pas seulement de la déception ou de la colère, mais quelque chose de plus profond, les derniers vestiges de la confiance qu'elle avait jadis eue dans les liens familiaux, dans l'idée que le sang signifiait quelque chose de plus que des documents légaux et des comptes bancaires. Mais en bordant Liam cette nuit-là, l'écoutant pratiquer les nouveaux mots que son orthophoniste lui avait enseignés, Emily sentit quelque chose d'autre s'agiter. Pas exactement de l'espoir, mais une détermination tranquille. Sa mère l'avait élevée pour se battre pour ce qui était juste. Hélène Harper avait travaillé 2 emplois pour permettre à ses 2 filles d'aller à l'école, avait sacrifié ses propres rêves pour qu'elles puissent avoir des chances qu'elles n'avaient jamais eues. Emily n'avait peut-être pas les relations de Jessica ou ses compétences manipulatrices, mais elle avait quelque chose que sa sœur n'avait pas. Elle avait la force de leur mère, le genre qui ne s'annonçait pas avec des vêtements de créateur ou des maisons parfaites, mais se montrait dans le poids accumulé d'innombrables petits actes d'amour et de sacrifice. Le lendemain matin, Emily commença à fouiller les affaires de sa mère. La tâche qu'elle avait redoutée semblait soudain nécessaire, urgente. Hélène avait été une collectionneuse, gardant lettres, photos et documents datant de décennies. S'il y avait des réponses à trouver, elles seraient quelque part dans ces boîtes. Elle commença par la chambre, pliant soigneusement les vêtements qui sentaient encore faiblement le savon à la lavande d'Hélène. Dans le tiroir du bas de la table de chevet, Emily trouva une petite boîte en bois qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de reçus, relevés bancaires et ce qui semblait être des registres d'investissement couvrant 30 ans. En étudiant les documents, une image commença à émerger. Hélène n'avait pas seulement économisé de l'argent. Elle avait méthodiquement construit un pécule, investissant parfois aussi peu que $25 à la fois, mais le faisant constamment, mois après mois, année après année. Mais quelque chose d'autre attira l'attention d'Emily.
Glissée entre les relevés bancaires se trouvait une note manuscrite dans l'écriture distinctive d'Hélène. Pour la fille qui comprend ce que l'héritage signifie vraiment. Les mains d'Émilie tremblèrent en fixant les mots. Que signifiait cela? À quelle fille Hélène faisait-elle référence? Elle continua à chercher, devenant plus méthodique. Dans la salle de couture d'Hélène, derrière une boîte de chute de tissu, Émilie trouva quelque chose qui fit battre son cœur. Un journal relié en cuir, ses pages remplies de l'écriture soignée d'Hélène. Les premières entrées dataient juste après la mort du père d'Émilie, quand Émilie avait 15 ans et Jessica 18. Hélène avait écrit sur les défis d'élever 2 filles seules, sur ses peurs pour leur avenir, sur sa détermination à leur laisser quelque chose de substantiel. Mais en continuant à lire, Émilie trouva des entrées qui lui nouèrent l'estomac. Jessica a rendu visite aujourd'hui. Elle a des difficultés dans son mariage, mais elle ne l'admettra pas. Elle a encore demandé pour mon testament. Je m'inquiète qu'elle voie l'argent comme une sécurité pour sa propre situation, plutôt que comme une fondation pour l'héritage familial. Émilie a amené Liam après son rendez-vous chez le médecin. Elle avait l'air si fatiguée, mais elle ne se plaint jamais. Elle travaille 2 emplois maintenant pour payer sa thérapie. Elle me rappelle moi-même à cet âge, portant des fardeaux trop lourds pour ses épaules, mais ne demandant jamais d'aide. Je dois m'assurer que l'héritage serve son vrai but. L'argent ne signifie rien s'il ne renforce pas les liens familiaux et ne sert pas la prochaine génération. Émilie tourna la page et haleta. L'entrée datait de seulement 6 semaines avant la mort d'Hélène. J'ai pensé à changer le testament. La fiducie semblait une bonne idée quand j'étais en bonne santé, mais maintenant je vois les problèmes. Jessica est devenue si concentrée sur les choses matérielles. Elle ne comprend pas que le vrai héritage n'est pas l'argent. Ce sont les valeurs. C'est la façon dont nous prenons soin les uns des autres. Émilie est celle qui comprend vraiment ce que signifie être une famille. Elle a sacrifié ses propres opportunités pour prendre soin de Liam et de moi. Elle est la vraie héritière, pas à cause de l'ordre de naissance ou de l'intelligence, mais parce qu'elle incarne ce que j'ai essayé d'enseigner à mes 2 filles sur l'amour et la responsabilité. Je dois appeler M. Aldridge. La vraie héritière devrait être celle qui utilisera l'héritage pour construire quelque chose de beau, pas juste sécuriser quelque chose de confortable. La vision d'Émilie se brouilla de larmes. Sa mère avait eu l'intention de changer le testament. Mais Hélène était morte avant de pouvoir faire l'appel. Où l'avait-elle fait? Émilie courut au téléphone et composa le numéro du bureau de M. Aldridge. Sa secrétaire l'informa qu'il était au tribunal, mais qu'il rappellerait. Émilie passa le reste de la journée dans une agonie d'espoir et d'incertitude. Quand M. Aldridge rappela finalement ce soir-là, sa voix était prudente. « Émilie, je comprends que vous ayez des questions sur les intentions de votre mère. »« Monsieur Aldridge, ma mère a-t-elle jamais discuté de changer son testament, dans les semaines avant sa mort ?» Il y eut une longue pause. « Émilie, je veux être très prudent ici. Ce que je peux vous dire, c'est que votre mère a appelé mon bureau 3 fois dans son dernier mois. Elle a laissé des messages disant qu'elle voulait discuter de la mise à jour de ses documents. Mais elle n'est jamais venue. Malheureusement, son état s'est détérioré avant que nous puissions programmer un rendez-vous. Le testament qu'elle a signé il y a 2 ans est resté en vigueur. » Émilie sentit son cœur sombrer jusqu'à ce que M. Aldridge continue. « Cependant, il y a autre chose. Votre mère a mentionné qu'elle voulait laisser une lettre expliquant ses souhaits finaux. Une lettre qui clarifierait la véritable intention derrière l'héritage. » « Une lettre? Où est-elle? » »« Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle allait la cacher quelque part où vous la trouveriez, Émilie. Quelque part qui aurait du sens pour vous, mais pas pour quelqu'un d'autre. » Après avoir raccroché, Émilie retourna aux boîtes avec une énergie renouvelée. Elle fouilla dans chaque morceau de papier, chaque livre, chaque cachette qu'elle pouvait imaginer. Les heures passèrent. Liam s'endormit sur le canapé à côté d'elle, épuisé d'avoir aidé à trier les trésors de sa grand-mère. Il était près de minuit quand Émilie se souvint de quelque chose qui lui coupa le souffle. Hélène lui avait toujours dit que les choses les plus importantes étaient souvent cachées en évidence, et il y avait un endroit où Émilie n'avait pas regardé.
un endroit qui avait une signification particulière pour elles deux. La boîte de recettes d'Hélène. Émilie la trouva sur une étagère dans la cuisine, un modeste contenant en fer blanc, décoré de fleurs fanées. Elle l'avait regardé plus tôt mais ne l'avait pas examiné attentivement. Maintenant elle sortit chaque carte de recette, vérifiant les dos, cherchant tout ce qui était inhabituel. Tout au fond, glissé sous une recette de tarte aux pommes qu'Hélène faisait chaque Noël, Émilie trouva une enveloppe avec son nom écrit sur le devant en lettres tremblantes. Avec des doigts tremblants, Émilie ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Ma très chère Émilie, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai plus eu le temps de réparer mon erreur. Le testament que j'ai signé donne à Jessica le contrôle de la fiducie, mais ce n'était jamais mon intention finale. J'étais confuse pendant ces derniers mois, signant des papiers que je ne comprenais pas entièrement, faisant confiance aux avocats et aux membres de la famille pour savoir ce qui était le mieux. Mais dans mes moments les plus clairs, je connaissais la vérité. La vraie héritière n'est pas la personne qui obtient l'argent. La vraie héritière est la personne qui comprend ce que l'argent représente. Il représente 30 ans de sacrifice, de choisir l'amour plutôt que le confort, de construire quelque chose qui survivrait à ma vie. Jessica voit l'héritage comme un prix à gagner. Tu le vois comme une responsabilité à honorer. C'est la différence entre prendre et recevoir, entre mériter et gagner. Je veux que l'argent aille à la fille qui l'utilisera pour créer plus d'amour dans le monde, pas juste plus de sécurité pour elle-même. Je veux qu'il aille à la fille qui comprend que la richesse de notre famille ne se mesure pas en dollars, mais dans les façons dont nous prenons soin les uns des autres. Le testament peut donner à Jessica le contrôle légal, mais toi, Émilie, tu es la légitime héritière en tout point qui compte. Batte-toi pour ce qui est juste, pas pour toi-même, mais pour Liam et pour toutes les générations qui viendront après nous. Avec tout mon amour et ma foi en toi, maman. Émilie serra la lettre contre sa poitrine et sanglota. Pas de chagrin cette fois, mais de soulagement. Sa mère l'avait vue, avait compris ses sacrifices, avait connu la vérité sur laquelle fille honorerait l'héritage correctement. Mais avoir la lettre était une chose. L'utiliser pour contester le contrôle de Jessica en était une autre. Le lendemain matin, Émilie fit des copies du journal et de la lettre. Puis elle appela M. Aldridge et prit rendez-vous. Quand elle arriva à son bureau, portant les preuves des véritables intentions de sa mère, elle se sentit plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. M. Aldridge examina les documents soigneusement, son expression devenant plus troublée à chaque page. « C'est très significatif, dit-il finalement. Cela démontre clairement l'intention de votre mère de changer le testament. Cependant, contester le testament existant ne sera ni simple ni peu coûteux. Que devrais-je faire? Vous devriez demander au tribunal de reconnaître ces documents comme preuve de la vraie intention testamentaire de votre mère. C'est appelé une action de réformation, et cela peut réussir si vous pouvez prouver que le testament existant ne reflète pas ses véritables souhaits à cause d'une erreur, de contrainte ou d'incapacité. Émilie ressentit une sensation familière de chute. Combien cela coûterait-il? M. Aldridge hésita. Les frais d'avocat pourraient facilement atteindre 10 000 $, possiblement plus si Jessica le conteste agressivement. 10 000 $. Émilie n'avait même pas 10 000 centaines de dollars. Il y a une autre option, dit M. Aldridge lentement. Vous pourriez approcher Jessica directement, lui montrer ses documents et voir si elle est disposée à restructurer la fiducie volontairement. Émilie faillit rire. L'idée que Jessica renonce volontairement au contrôle de 400 000 $ semblait absurde. Mais en rentrant chez elle, Émilie réalisa qu'elle devait essayer. Pas parce qu'elle s'attendait à ce que Jessica coopère, mais parce qu'elle devait donner à sa sœur une chance de faire ce qui était juste. Cet après-midi-là, Émilie retourna chez Jessica. Cette fois, elle apporta des copies du journal et de la lettre d'Hélène. Jessica lut les documents lentement, son expression illisible. Quand elle eut fini, elle les mit de côté et regarda Émilie avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « C'est pathétique, Émilie. »« Pathétique? Tu es si désespérée que tu es prête à falsifier des documents pour voler de l'argent qui m'appartient légalement. » La bouche d'Émilie s'ouvrit. Falsifier des documents,
Jessica, c'est l'écriture de maman. Tu l'as vue des milliers de fois. L'écriture peut être falsifiée. Les gens font des choses désespérées quand ils font face à la ruine financière. Tu penses que j'ai falsifié le journal de notre mère mourante? Des semaines d'entrée couvrant des mois? Jessica haussa les épaules. Je pense que tu es une mère célibataire désespérée qui est prête à faire tout ce qu'il faut pour obtenir de l'argent qu'elle n'a pas gagné. L'accusation frappa Émilie comme un coup physique. Elle fixa sa sœur, cherchant tout signe que Jessica savait qu'elle mentait, qu'elle choisissait délibérément la cruauté plutôt que la vérité. À la place, elle vit quelque chose de pire. Jessica croyait vraiment qu'Émilie était capable d'une telle tromperie. Après 32 ans de connaître sa sœur, après avoir été témoin de l'honnêteté et de l'intégrité d'Émilie dans d'innombrables situations, Jessica croyait vraiment qu'Émilie falsifierait les derniers mots de leur mère. « Sors !» dit Jessica doucement. « Et ne reviens pas avec d'autres de tes plans pathétiques. » Émilie partit sans discuter. À quoi bon? Elle rentra chez elle dans un état second, comprenant finalement qu'il n'y avait pas moyen d'atteindre Jessica, pas d'appel à sa conscience ou à ses souvenirs de leur mère. Mais en bordant Liam cette nuit-là, l'écoutant lutter avec des mots qui venaient facilement aux autres enfants, Émilie sentit sa résolution se durcir. Elle n'avait peut-être pas d'argent pour les avocats, mais elle avait autre chose. Elle avait une communauté qui connaissait Hélène Harper depuis 40 ans. Elle avait des voisins qui avaient regardé Émilie grandir, qui avaient vu ses sacrifices pour prendre soin de sa mère et de son fils. Peut-être que la loi était du côté de Jessica, mais Émilie commençait à comprendre qu'il y avait d'autres sortes de justice, d'autres façons d'honorer la vérité. Avez-vous déjà été dans une situation où faire ce qui était juste semblait impossible, mais ne rien faire ressemblait à trahir tout ce en quoi vous croyiez? La réponse vint à Émilie 3 jours plus tard, d'une source inattendue. Marcus Reynolds était son ami depuis le lycée, l'une des rares personnes qui ne l'avait jamais fait se sentir honteuse de ses difficultés ou l'avait jugée pour ses circonstances. Il enseignait en 5e année à l'école primaire locale et avait été la première personne à remarquer les difficultés auditives de Liam, suggérant doucement des tests quand Émilie était trop débordée pour voir les signes. Marcus trouva Émilie au restaurant pendant sa pause déjeuner, son expression habituellement joyeuse, maintenant sérieuse. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Jessica, » dit-il, se glissant dans la banquette en face d'elle. Émilie soupira. « Les nouvelles voyagent vite dans cette ville. Madame Peterson a mentionné que quelqu'un avait appelé prétendant représenter les intérêts de votre famille. Et j'ai peut-être entendu Jessica parler à l'épicerie de comment certaines personnes feront n'importe quoi pour de l'argent qu'elles n'ont pas gagné. » Émilie sentit la chaleur monter dans son cou. « Jessica a le droit légal de contrôler la fiducie. Il n'y a rien que je puisse faire. Peut-être qu'il y a quelque chose. » Marcus sortit un dossier et le posa sur la table. « J'ai fait des recherches. Saviez-vous que les fiducies peuvent être contestées non seulement pour des raisons légales, mais pour des raisons éthiques? Que voulez-vous dire? Si un fiduciaire n'agit pas dans le meilleur intérêt des bénéficiaires, s'il viole l'esprit de la fiducie même en suivant la lettre de la loi, il y a des recours. » Émilie ouvrit le dossier et trouva des articles imprimés sur le devoir fiduciaire, les responsabilités du fiduciaire et les droits des bénéficiaires. « Marcus, je ne peux pas me permettre une bataille légale. Et si vous n'aviez pas à la combattre au tribunal? Et si vous pouviez la combattre dans le tribunal de l'opinion publique? » Émilie leva les yeux, confuse. « Cette ville aimait votre mère, » continua Marcus. « Ils l'ont regardé travailler 3 emplois pour vous faire aller à l'école, toi et Jessica. Ils l'ont vu faire du bénévolat à l'église, aider les voisins âgés, donner ses compétences de couture à quiconque avait besoin de retouches qu'il ne pouvait pas se permettre. Et alors? Alors ils t'ont aussi vu prendre soin d'elle ces dernières années. Ils t'ont vu quitter ton travail à plein temps, t'ont vu te précipiter à l'hôpital à toute heure. Ils savent qui était la vraie fille quand cela comptait. » Marcus se pencha en avant. La réunion du conseil municipal était mardi prochain. Ils discutent des prix de services communautaires annuels, ceux qu'ils distribuent chaque décembre. Votre mère en a gagné 3 au fil des ans. Émilie commençait à comprendre. « Tu penses que je devrais rendre cela public? »
Je pense que vous devriez raconter l'histoire d'Hélène, toute l'histoire. Laissez les gens savoir ce qu'elle voulait vraiment, ce qu'elle essayait d'accomplir avec cet héritage. Jessica sera furieuse. Jessica devrait être furieuse, contre elle-même, pour avoir trahi la mémoire de sa mère. Cette nuit-là, Émilie s'assit à sa table de cuisine et commença à écrire. Pas un mémoire juridique ou une plainte formelle, mais une simple histoire sur une femme nommée Hélène Harper qui avait travaillé toute sa vie pour laisser quelque chose de significatif à ses filles. Elle écrivit sur le sacrifice d'Hélène, sur les relevés d'investissement montrant des décennies d'épargne prudente. Elle écrivit sur les entrées du journal révélant les vraies intentions d'Hélène. Elle écrivit sur la lettre finale d'une mère, cachée dans une boîte de recettes, plaidant pour que son héritage soit utilisé pour créer l'amour plutôt que la sécurité. Plus important encore, elle écrivit sur ce que l'héritage représentait. Pas seulement de l'argent, mais la foi d'une mère que ses filles porteraient en avant ses valeurs de service, sacrifice et loyauté familiale. Quand Émilie eut fini, elle avait 5 pages qui, elle le savait, changeraient tout. Les publier signifierait déclarer la guerre à Jessica, abandonner tout espoir de réconciliation familiale, accepter que leur relation ne se rétablirait peut-être jamais. Mais en regardant les photos de sa mère éparpillées sur la table, Émilie sut qu'elle n'avait pas le choix. Certaines batailles valaient la peine d'être menées non pas parce qu'on pouvait gagner, mais parce que perdre sans se battre était une trahison de tout ce qu'on prétendait croire. Le lendemain matin, Émilie apporta sa lettre au bureau du journal local. L'éditrice, Sarah Murphy, connaissait Hélène Harper depuis 20 ans et avait publié plusieurs articles sur son service communautaire. Sarah lut la lettre d'Émilie 2 fois, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. « Émilie, dit-elle finalement, êtes-vous sûre de vouloir faire cela? Une fois que c'est publié, il n'y a pas de retour en arrière. »« J'en suis sûre, » répliqua Émilie, bien que ses mains tremblaient. « Ma mère mérite que sa vraie histoire soit racontée. Et Jessica, elle ne va pas être contente d'être dépeinte de cette façon. » Émilie pensa à l'accusation de Jessica qu'elle avait falsifié les derniers mots de leur mère. Jessica a fait son choix. Elle a choisi l'argent plutôt que la vérité. Je choisis le contraire. Sarah hocha lentement la tête. Je le publierai dans l'édition de mercredi. Première page, au-dessus du pli. Émilie quitta les bureaux du journal avec l'impression d'avoir sauté d'une falaise. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. D'ici mercredi soir, tout le monde en ville connaîtrait la vraie histoire de l'héritage d'Hélène Harper et les réactions très différentes de ses filles. Mais d'abord, Émilie devait le dire à Liam. Ce soir-là, elle s'assit avec lui et essaya d'expliquer dans des termes de 6 ans que maman avait écrit quelque chose qui pourrait rendre certaines personnes en colère. « Est-ce que tante Jessica va être fâchée contre nous ?» demanda Liam, ses mots légèrement articulés à cause des retards de parole qu'il travaillait si dur à surmonter. « Elle pourrait l'être, mon chéri. Mais on n'a rien fait de mal. » Émilie serra son fils fort. « Non, bébé, nous n'avons rien fait de mal. » Mercredi matin se leva gris et froid. Émilie déposa Liam à l'école et conduisit au travail avec son cœur martelant contre ses côtes. Au moment où elle arriva au restaurant, 3 clients lisaient déjà le journal, leurs expressions allant du choc à l'indignation. Madame Peterson rencontra Émilie à la porte, tenant une copie du journal. « Émilie, ma chérie, » dit-elle doucement, « cela va causer pas mal de remous. »« Je sais. Votre téléphone a sonné toute la matinée. J'ai arrêté de répondre après le 5e appel. » Émilie passa la matinée à servir café et crêpes, tout en essayant d'ignorer les conversations chuchotées qui se déroulaient autour d'elle. Certains clients offraient des sourires de soutien. D'autres semblaient mal à l'aise, incertains de comment réagir au fait d'avoir un drame familial local joué en noir et blanc. À 11h30, Jessica franchit la porte du restaurant. Émilie sentit chaque conversation dans le restaurant s'arrêter. Jessica se déplaça à travers le silence comme une reine procédant à travers sa cour, ses talons cliquetant avec autorité contre le linoléum. « Nous devons parler », dit Jessica quand elle atteignit le comptoir où Émilie essuyait des tasses de café avec des mains tremblantes. « Je travaille. Maintenant. »
Madame Peterson apparut au coude d'Emily. « Prenez votre pause, ma chérie. Prenez autant de temps que vous avez besoin. » Emily suivit Jessica jusqu'au parking, où la berline de luxe de sa sœur brillait comme une armure. « Comment oses-tu » dit Jessica, sa voix basse et venimeuse. « Comment oses-tu traîner nos affaires familiales privées en public comme ça? Cela a cessé d'être privé quand tu as décidé de voler l'héritage de maman. Je n'ai rien volé. J'ai des documents légaux me donnant autorité sur la fiducie. Des documents que tu as manipulés maman pour qu'elle signe quand elle était malade et confuse. » Le masque de Jessica glissa juste un moment, et Emily vit quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité vaciller sur son visage. Puis c'était parti. « Tu n'as aucune preuve de cela. J'ai le journal de maman, j'ai sa lettre. J'ai 30 témoins qui ont vu comment tu l'as traitée pendant sa dernière maladie. Tu as les fantasmes désespérés d'une mère célibataire qui ne peut pas accepter qu'elle n'était pas la fille préférée. » Les mots étaient conçus pour blesser, et ils réussirent. Emily sentit les larmes brûler derrière ses yeux, mais elle refusa de laisser Jessica la voir pleurer. « Ce n'est pas fini, » continua Jessica. « Tu veux combattre cela publiquement? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je joue loyalement. J'ai des ressources que tu ne peux pas imaginer, et je te détruirai si tu essaies de voler ce qui est légalement à moi. » Jessica monta dans sa voiture et s'éloigna, laissant Emily debout dans le parking avec le goût de la peur dans la bouche. Cet après-midi apporta un défilé de visiteurs à la petite maison d'Emily. Voisins, anciens camarades de classe, membres de la congrégation de l'église d'Hélène. Certains vinrent offrir du soutien. D'autres vinrent satisfaire leur curiosité sur le drame familial qui était devenu le sujet de conversation de la ville. Mais la visiteuse qui comptait le plus vint juste après qu'Emily eut couché Liam. Marcus se tenait sur ses marches, avant tenant un dossier Manila, et portant l'expression qu'il avait quand il avait découvert quelque chose d'important. « Tu dois voir ceci », dit-il sans préambule. Emily le mena dans la cuisine et fit du café, pendant que Marcus étalait des documents sur la table. « Après que ta lettre a été publiée, j'ai reçu un appel de Janet Morrison. Tu te souviens de Madame Morrison? Elle travaillait à la First National Bank. » Emily hocha la tête. Madame Morrison avait été la banquière d'Hélène pendant 15 ans. Janet a pris sa retraite l'année dernière, mais elle se souvient très bien de votre mère. Elle a dit qu'Hélène était venue environ 6 semaines avant sa mort, très bouleversée, demandant comment changer le bénéficiaire sur son compte fiduciaire. Le pouls d'Emily s'accéléra. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Que les changements aux documents de planification successorale devaient passer par son avocat, pas la banque. Mais voici la partie intéressante. Hélène a demandé à Janet de documenter leur conversation par écrit. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de sa mémoire, qu'elle avait peur de ne pas pouvoir donner suite à ses intentions. Marcus sortit une photocopie d'un mémo bancaire. Janet a fait une note pour le dossier d'Hélène. C'est daté exactement 3 semaines après la dernière entrée du journal d'Hélène, sur le changement de son testament. Emily lut le mémo avec une excitation croissante. Il détaillait la visite d'Hélène, ses préoccupations sur le testament existant, et sa déclaration claire qu'elle voulait qu'Emily reçoive la majeure partie de l'héritage, parce que Jessica était trop préoccupée par les choses matérielles, et Emily était la fille qui honorerait les valeurs familiales. Cela prouve que maman essayait de changer le testament jusqu'à la fin, dit Emily. Cela prouve plus que ça. Cela prouve qu'elle était mentalement compétente et avait des raisons spécifiques pour vouloir faire des changements. Cela renforce le cas que le testament existant ne reflète pas ses vraies intentions. Emily ressentit une poussée d'espoir, suivie immédiatement par le désespoir familier concernant les coûts légaux. Marcus, même avec cette preuve, je ne peux toujours pas me permettre de combattre Jessica au tribunal. Peut-être que tu n'auras pas à le faire. Marcus sortit un autre document. J'ai aussi parlé à Tom Bradley au tribunal. Il a dit quelque chose d'intéressant. Apparemment, Jessica a déposé des papiers lundi pour liquider certains des actifs de la fiducie. Elle convertit les investissements en espèces. Emily fronça les sourcils. Pourquoi ferait-elle cela? Bonne question. Tom a dit que c'était inhabituel.
Parce que les investissements performaient bien. Il n'y a aucune raison financière de liquider à moins d'avoir besoin d'un accès immédiat aux espèces. Ou à moins que tu ne planifies de déplacer l'argent ailleurs. Ils se regardèrent alors que les implications s'imposaient. « Elle va faire disparaître l'argent », dit Émilie doucement. « Elle va tout liquider et le mettre quelque part où je ne peux pas le toucher. » Marcus hocha grimement la tête. « C'est ce à quoi ça ressemble. » Émilie sentit la panique monter dans sa poitrine. Si Jessica déplaçait l'argent hors de l'État, ou dans des comptes qu'Émilie ne pouvait pas tracer, l'héritage de sa mère pourrait être perdu pour toujours. « Combien de temps ai-je » Tom a dit que les ordres de liquidation seraient traités d'ici la fin de la semaine. Après ça, Marcus haussa les épaules avec impuissance. 3 jours. Émilie avait 3 jours pour trouver un moyen d'empêcher Jessica de faire disparaître l'héritage d'Hélène pour toujours. Cette nuit-là, Émilie resta éveillée fixant le plafond jusqu'à ce que l'aube rampe à travers ses fenêtres de chambre. Elle avait des mémos bancaires prouvant l'intention d'Hélène de changer son testament. Elle avait des entrées de journal montrant les vrais sentiments d'Hélène sur quelle fille méritait l'héritage. Elle avait une lettre écrite de la propre main d'Hélène, expliquant ses souhaits finaux. Mais elle n'avait pas d'argent pour les avocats, aucun moyen d'obtenir une ordonnance d'urgence du tribunal, aucun mécanisme légal pour empêcher Jessica de liquider des actifs qu'elle avait tout droit légal de contrôler. D'ici jeudi matin, Émilie avait pris une décision qui l'effrayait presque autant que perdre l'héritage lui-même. Elle allait porter son cas directement à la communauté, non pas par des articles de journaux ou des conversations privées, mais dans le forum le plus public disponible. La réunion du conseil municipal était prévue pour 19 h ce soir-là. Émilie n'avait jamais parlé à une réunion du conseil de sa vie, n'avait jamais pris la parole devant 50 personnes et exigé qu'elles écoutent ses problèmes. Mais elle était sur le point de le faire. Émilie passa jeudi après-midi à écrire et réécrire ce qu'elle voulait dire. Elle pratiqua devant son miroir de salle de bain jusqu'à ce que sa voix arrête de trembler. Elle appela Madame Peterson et demanda la soirée de congé, expliquant qu'elle allait se battre pour l'avenir de son fils de la seule façon qui lui restait disponible. À 6h30, Émilie entra dans la mairie portant un dossier de documents et portant la même robe noire qu'elle avait portée aux funérailles d'Hélène. Liam restait avec Marcus qui s'était porté volontaire pour faire du babysitting et fournir un soutien moral. La salle de réunion était plus bondée que d'habitude, remplie de visages qu'Émilie reconnaissait du restaurant, de l'épicerie, de l'église de sa mère. Le mot s'était répandu sur ce qu'elle planifiait de faire, et les gens étaient venus assister à la confrontation entre les filles d'Hélène Harper. Jessica était là aussi, assise au premier rang avec son mari Richard et ce qui semblait être un avocat. Elle avait l'air confiante, prête pour la bataille. Émilie prit un siège au fond et attendit la période de commentaires publics. Ses mains tremblaient alors qu'elle revoyait ses notes une dernière fois. Tout ce qu'elle avait préparé semblait inadéquat maintenant, trop émotionnel, trop personnel pour ce cadre formel. Quand le maire Davidson appela aux commentaires publics, Émilie se leva sur des jambes qui étaient comme de l'eau. « Emily Harper, dit-elle, sa voix à peine audible. J'aimerais parler des valeurs communautaires et de ce que nous devons aux gens qui ont construit cette ville. » En marchant vers l'avant de la pièce, Émilie sentit le poids de 50 paires d'yeux suivant son mouvement. L'expression de Jessica était illisible, mais son avocat prenait des notes. Émilie atteignit le podium et regarda la mère de visage. Certains amicaux, certains curieux, certains mal à l'aise d'être entraînés dans un dispute familial. « La plupart d'entre vous connaissiez ma mère, Hélène Harper, » commença Émilie, sa voix devenant plus forte. « Vous la connaissiez comme couturière, bénévole, une femme qui retoucherait la robe de bal de votre fille gratuitement si vous ne pouviez pas payer. » Des hochements de tête et des murmures de reconnaissance ondulèrent à travers la foule. « Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que ma mère a passé 30 ans à économiser soigneusement, investissant de petites sommes mois après mois, pour qu'elle puisse laisser quelque chose de substantiel à ses filles. Pas seulement de l'argent, mais une fondation pour porter en avant les valeurs par lesquelles elle vivait. » Émilie prit une respiration et continua. « Quand maman est morte il y a 6 semaines,
Elle a laissé derrière elle un héritage de 450 000 $. De l'argent qui représente 30 ans de sacrifice, 30 ans de choisir d'aider les autres, plutôt que de s'acheter de nouveaux vêtements ou une voiture plus récente. Elle pouvait voir les gens calculer dans leur tête, comprenant pour la première fois l'ampleur du sacrifice d'Hélène. Selon son testament, cet argent a été placé dans une fiducie contrôlée par ma sœur Jessica. L'intention était que l'argent soutienne la famille, qu'il soit utilisé selon les besoins et pour honorer la mémoire de maman. Émilie fit une pause et regarda directement Jessica. À la place, ma sœur a déposé des papiers pour liquider toute la fiducie d'ici demain soir, convertissant les investissements en espèces qui peuvent être déplacées hors de l'État et hors de portée. Des halètements et des murmures remplirent la salle. Le visage de Jessica rougit, mais elle resta assise. « Je me tiens devant vous ce soir, non pas pour demander votre pitié, mais pour demander votre aide à honorer les vraies intentions de ma mère. » Émilie ouvrit son dossier et sortit des copies du journal et de la lettre d'Hélène. Ces documents, écrits de la propre main de ma mère pendant sa dernière maladie, rendent clair qu'elle voulait changer son testament. Elle voulait que l'héritage aille à la fille qui l'utiliserait pour créer plus d'amour dans le monde, pas juste plus de sécurité pour elle-même. Elle commença à lire des passages sélectionnés du journal d'Hélène, sa voix stable maintenant, portant clairement à chaque coin de la pièce. Émilie est celle qui comprend vraiment ce que signifie être une famille. Elle a sacrifié ses propres opportunités pour prendre soin de Liam et de moi. Elle est la vraie héritière, pas à cause de l'ordre de naissance ou de l'intelligence, mais parce qu'elle incarne ce que j'ai essayé d'enseigner à mes 2 filles sur l'amour et la responsabilité. La pièce était complètement silencieuse maintenant. Émilie pouvait voir des larmes dans plusieurs yeux. « Je ne vous demande pas de choisir des camps dans une dispute familiale, » continua Émilie. « Je vous demande de m'aider à préserver ce pourquoi Hélène Harper a travaillé toute sa vie. Un héritage de service, sacrifice, et placer les besoins familiaux avant les désirs personnels. » Émilie ferma le dossier et regarda la foule une dernière fois. « Demain, un héritage construit sur 30 ans de petits sacrifices disparaîtra dans des comptes privés contrôlés par quelqu'un qui le voit comme un prix à gagner, plutôt qu'une responsabilité à honorer. Je ne peux pas empêcher que cela arrive avec des papiers légaux ou des ordonnances du tribunal. » Elle fit une pause, sentant que les mots qui viendraient ensuite changeraient tout. « Mais je peux vous dire que si cette communauté permet que les vraies intentions d'Hélène Harper soient enterrées avec son corps, alors nous avons perdu quelque chose de plus précieux que l'argent. Nous avons perdu la croyance que le caractère compte plus que l'intelligence, que le service compte plus que le succès, que faire le bien compte plus que bien faire. » Émilie recula du podium. « Merci de m'avoir écouté. » Les applaudissements commencèrent lentement, puis construisirent en une vague qui remplit la pièce. Émilie retourna à son siège à travers une foule de visages de soutien, mais elle garda ses yeux sur Jessica. L'expression de sa sœur s'était transformée de la confiance en quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le maire Davidson appela le prochain orateur, mais Jessica se leva à la place. « J'aimerais répondre à ces accusations, » dit-elle, sa voix tendue d'émotion. Jessica marcha vers le podium avec moins de confiance qu'Émilie ne s'y était attendue. Quand elle se tourna pour faire face à la foule, Émilie put voir que ses mains tremblaient. « Ma sœur a peint un tableau très convaincant, » commença Jessica, mais elle a omis quelques faits importants. La voix de Jessica devint plus forte alors qu'elle trouvait son équilibre. « Le testament est un document légal, rédigé par un avocat qualifié selon les instructions explicites de ma mère. Émilie n'aime peut-être pas le contenu de ce testament, mais ses sentiments personnels ne l'emportent pas sur la réalité légale. » Certaines personnes dans la foule hochèrent la tête. Jessica avait du sens, faisant appel à leur respect pour la loi et l'ordre. La fiducie a été établie pour assurer une gestion responsable des actifs familiaux, continua Jessica. En tant que fiduciaire, j'ai la responsabilité fiduciaire de prendre des décisions basées sur la prudence financière, pas sur des impulsions émotionnelles. Émilie sentit son cœur sombrer. Jessica était douée pour cela, pour la faire paraître comme une femme désespérée,
saisissant de l'argent qui ne lui appartenait pas légitimement. Les documents que ma sœur vous a montrés ce soir, dit Jessica, tenant des copies du journal et de la lettre d'Hélène, sont des écrits privés d'une femme souffrant de démence et de confusion pendant sa dernière maladie. Ils ne représentent pas ses vraies intentions, qui sont clairement exprimées dans le testament légalement contraignant qu'elle a signé alors qu'elle était mentalement compétente. La foule devenait plus silencieuse, moins sympathique. Émilie réalisa avec une panique croissante que Jessica était en train de les gagner. « Je comprends qu'Émilie a des difficultés financières, » dit Jessica, et Émilie entendit la compassion calculée dans sa voix. La maternité célibataire est difficile, et prendre soin d'un enfant handicapé est coûteux. Mais la générosité familiale ne peut pas être exigée comme un droit. Émilie tressaillit. Jessica venait de réduire la déficience auditive de Liam à un fardeau, impliquant qu'Émilie mendiait essentiellement la charité. La fiducie continuera à fournir un soutien approprié aux membres de la famille selon leurs besoins réels, conclut Jessica. Mais elle sera gérée de manière responsable, comme ma mère l'avait prévu, pas distribuée selon qui peut raconter l'histoire la plus déchirante. Jessica retourna à son siège sous des applaudissements polis, mais visiblement plus froids. Émilie sentit la sympathie de la pièce changer, les gens reconsidérant ce qu'ils avaient entendu. Le maire Davidson était sur le point d'appeler le prochain orateur quand une voix du fond de la pièce interrompit. « J'aimerais dire quelque chose. » Tout le monde se tourna pour voir une femme âgée debout près de la porte. Émilie la reconnut comme Madame Hélène Kowalski, qui avait vécu à côté d'Hélène pendant 15 ans. Madame Kowalski se dirigea lentement vers l'avant de la pièce, s'appuyant lourdement sur sa canne en bois. Quand elle atteignit le podium, elle dut ajuster le microphone vers le bas pour accommoder sa petite stature. « J'ai 86 ans, » dit-elle, sa voix surprenamment forte. « J'ai vécu dans cette ville pendant 60 ans, et je connaissais Hélène Harper mieux que presque tout le monde ici. » Madame Kowalski se tourna pour regarder directement Jessica. « Je veux vous parler de la dernière conversation que j'ai eue avec votre mère. » Émilie retint son souffle. Elle n'avait aucune idée de ce que Madame Kowalski était sur le point de dire. C'était environ 2 semaines avant qu'Hélène ne meure. Elle est venue chez moi, ce qui était inhabituel parce qu'elle était si faible à ce moment-là. Elle pleurait, ce qui était aussi inhabituel parce qu'Hélène n'était pas une femme qui pleurait facilement. La voix de Madame Kowalski devint plus forte. Elle m'a dit qu'elle avait fait une terrible erreur avec son testament. Elle a dit qu'elle avait fait confiance à la mauvaise fille pour gérer son héritage, qu'elle avait peur que Jessica utilise l'argent pour elle-même au lieu d'aider Émilie et ce précieux petit garçon. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Hélène m'a demandé ce qu'elle devait faire. Je lui ai dit d'appeler son avocat, de réparer l'erreur pendant qu'elle le pouvait encore. Elle a dit qu'elle avait essayé, mais qu'elle manquait de temps et d'énergie. Madame Kowalski se tourna vers la foule. Hélène Harper a passé ses dernières semaines sur Terre inquiète que le travail de sa vie aille à la fille qui ne comprenait pas sa vraie valeur. Elle est morte en croyant qu'elle avait échoué à protéger la fille, qui avait tout sacrifié pour prendre soin d'elle. Émilie sentit les larmes couler sur son visage. « Maintenant, » dit Madame Kowalski, « j'ai entendu Jessica prétendre qu'Hélène était confuse pendant sa dernière maladie. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'esprit d'Hélène dans ces dernières semaines. Elle était assez claire pour s'inquiéter de l'avenir de son petit-fils. Elle était assez claire pour regretter ses erreurs. Et elle était assez claire pour savoir laquelle de ses filles avait vraiment été là quand cela comptait. » Madame Kowalski s'éloigna du podium et commença la lente marche vers son siège. En passant la rangée de Jessica, elle s'arrêta. « Votre mère vous aimait, Jessica. Mais elle est morte déçue de vous. Je pensais que vous devriez le savoir. » Le silence qui suivit était assourdissant. Émilie regarda Jessica et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans le visage de sa sœur. La honte. Jessica se leva brusquement et sortit de la réunion, suivie par son mari et son avocat. Le bruit de la porte claquant résonna dans la pièce comme un coup de feu. Le maire Davidson appela à l'ordre, mais la réunion avait essentiellement pris fin. Les gens commencèrent à sortir, beaucoup s'arrêtant pour parler avec Émilie, offrant du soutien et partageant leurs propres souvenirs d'Hélène. Madame Kowalski fut l'une des dernières à partir. Elle s'approcha d'Émilie avec des larmes dans les yeux. «
Votre mère était ma plus chère amie, dit-elle doucement. Je lui ai promis que je parlerais si Jessica essayait de voler ce qui vous appartient légitimement à toi et à ce garçon. Émilie serra la femme âgée dans ses bras. Merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé sans votre témoignage. Hélène regarde, dit Madame Kowalski. Elle est fière de toi pour t'être battue pour ce qui est juste. Émilie quitta la mairie, se sentant émotionnellement épuisée mais étrangement pleine d'espoir. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour honorer la mémoire de sa mère et protéger l'avenir de son fils. Maintenant, elle devait attendre et voir si ce serait suffisant. Vendredi matin apporta un appel téléphonique inattendu. Monsieur Aldridge sonnait énergisé d'une façon qu'Émilie n'avait jamais entendue auparavant. « Émilie, j'ai reçu des appels toute la matinée de personnes qui ont assisté à la réunion d'hier soir. La réponse de la communauté a été remarquable. » Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'ai eu 5 personnes différentes offrir de contribuer à un fonds légal pour vous aider à contester la fiducie. Et ce n'est pas la partie la plus intéressante. Le pouls d'Émilie s'accéléra. Quelle est la partie la plus intéressante? Jessica a appelé ce matin, elle veut se rencontrer. Émilie sentit son estomac se serrer. Que veut-elle? Elle n'a pas dit. Mais elle m'a demandé d'organiser une réunion pour cet après-midi, avant que la liquidation de la fiducie soit finalisée. Émilie, je pense que la réunion d'hier soir a peut-être accompli quelque chose que des mois de manœuvre légale n'auraient là pas pu. Cet après-midi-là, Émilie se retrouva de retour dans le bureau de M. Aldridge, assise en face de Jessica à la même table d'acajou, où ce cauchemar avait commencé 6 semaines plus tôt. Jessica avait l'air différente. Sa composure parfaite était fissurée, ses vêtements de créateur semblaient d'une certaine façon moins blindés qu'ils n'avaient semblé avant. Elle évita de faire un contact visuel avec Émilie, se concentrant plutôt sur les papiers légaux éparpillés sur la table. « J'ai pensé à la lettre de maman », dit finalement Jessica, et aux entrées du journal. Émilie attendit, ne se faisant pas confiance pour parler. « Je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention d'aller contre ses vrais souhaits, » continua Jessica. « Quand j'ai pris le contrôle de la fiducie, je croyais sincèrement que je faisais ce qu'elle voulait. Et maintenant ?» Jessica leva finalement les yeux. « Maintenant, je ne suis pas sûre de ce qu'elle voulait, mais je suis sûre de ce qu'elle avait besoin de nous en tant que fille, et je ne pense pas qu'aucune de nous ne lui ait donné assez de cela. » Émilie sentit quelque chose se délier dans sa poitrine. Pas exactement le pardon, mais une reconnaissance de regret partagé. « J'ai demandé à M. Aldridge de restructurer la fiducie, » dit Jessica doucement. « Le montant principal sera divisé également entre nous. 225 000 chacune. » Les yeux d'Émilie s'élargirent. « Jessica, je n'ai jamais voulu tout prendre. Je voulais juste... Tu voulais l'équité. Tu voulais que les vraies intentions de notre mère soient honorées. Tu avais raison de vouloir cela. » Jessica rassembla ses papiers et se leva pour partir. À la porte, elle se retourna. « Je l'aimais, Émilie. Je sais que je ne l'ai pas montré comme toi, mais je l'aimais. »« Je sais, » dit Émilie. Elle le savait aussi. Ce soir-là, Émilie s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de café et une pile de papier bancaire, essayant de traiter la réalité d'avoir 225 000 $ sur son compte. Assez pour sécuriser l'avenir de Liam, pour payer sa thérapie et son éducation, pour honorer les sacrifices d'Hélène de la façon qu'elle avait voulu. Mais l'argent n'était pas ce qui remplissait Émilie de la plus profonde satisfaction. C'était la connaissance que le vrai caractère de sa mère avait été reconnu et honoré par la communauté qui l'avait le mieux connu. Liam était au lit, épuisé d'une journée passée à traiter la nouvelle que son fonds d'études était maintenant entièrement sécurisé, que ses appareils auditifs et sa thérapie orthophonique ne seraient plus jamais limités par le chèque de paie de sa mère. Émilie sortit un stylo et commença à écrire une lettre qu'elle composait dans sa tête depuis des semaines. « Chère maman, aujourd'hui, 6 semaines après ta mort, tes vraies intentions ont finalement été honorées. Pas par des avocats ou des juges, mais par des voisins qui se souvenaient de ta gentillesse, des amis qui comprenaient tes valeurs, et une communauté qui a reconnu la différence entre prendre
et recevoir. Jessica et moi ne serons jamais aussi proches que nous l'étions autrefois, mais nous avons trouvé notre chemin vers un endroit qui honore ta mémoire. Elle n'est pas la méchante que j'en ai fait, et je ne suis pas la victime que je me suis parfois sentie être. Nous sommes toutes les deux tes filles, imparfaites et humaines, essayant de comprendre comment porter en avant ce que tu nous as enseigné sur l'amour et la responsabilité. Liam prospère. La thérapie orthophonique aide, et il commence à lire des livres à chapitres. Il a ton talent artistique et ton esprit doux. Il demande après toi tous les jours, et je lui raconte des histoires sur la grand-mère qu'il aimait assez pour travailler 3 emplois pour qu'il puisse avoir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire sur la vraie héritière. Il ne s'agit pas de qui obtient l'argent, il s'agit de qui comprend que l'héritage est une responsabilité, que la richesse est ce que nous donnons, pas ce que nous gardons. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de ton sacrifice. J'élèverai Liam pour qu'il comprenne d'où viennent ses opportunités, pour qu'il reconnaisse la différence entre privilège et bénédiction. Merci de t'être battu pour nous, même quand tu étais trop faible pour tenir un stylo fermement. Merci d'avoir caché cette lettre où seulement quelqu'un qui te connaissait vraiment penserait à regarder. Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Ma fille aimante, Émilie. Émilie plia la lettre et la glissa dans la boîte de recettes d'Hélène, à côté de la recette de tarte aux pommes et de l'enveloppe qui avait tout changé. 6 mois plus tard, Émilie soumit sa démission au restaurant, pas parce qu'elle était trop bien pour le travail, mais parce qu'elle avait décidé de retourner à l'école et terminer le diplôme d'infirmière qu'elle avait abandonné quand Liam était né. Elle utilisa une partie de son héritage pour établir la bourse de service communautaire Helen Harper, attribuée annuellement à un parent célibataire poursuivant une éducation dans une profession d'aide. Jessica assista à la cérémonie de la bourse, amenant sa fille Sarah, qu'Émilie n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Les cousines jouèrent ensemble pendant que leur mère regardait, pensant toutes deux au pardon et aux secondes chances. « Maman aurait adoré ceci », dit Jessica en regardant la première récipiendaire de bourse, un jeune père étudiant pour devenir enseignant, accepter son prix. « Elle aurait adoré nous voir ici ensemble », répliqua Émilie. Ce n'était pas une réconciliation complète. Trop avait été dit et fait pour cela. Mais c'était un début, une reconnaissance que les liens familiaux sont plus forts que l'argent et plus précieux qu'avoir raison. Cette nuit-là, Émilie borda Liam et l'écouta lire à voix haute de son livre préféré. Ces mots venaient clairement maintenant, le résultat de mois de thérapie intensive que l'héritage d'Hélène avait rendu possible. « Maman, » dit Liam alors qu'Émilie éteignait sa lumière, « tu penses que grand-maman peut nous voir ?» Émilie regarda par la fenêtre les étoiles éparpillées à travers le ciel d'octobre. « Je pense qu'elle peut voir tout ce qui compte, mon chéri. »« Qu'est-ce qui compte ?» Émilie embrassa son front. « Que nous prenons soin les uns des autres, que nous utilisons ces cadeaux pour construire quelque chose de beau, que nous nous souvenons d'elle non pas juste avec tristesse, mais avec gratitude pour tout ce qu'elle nous a donné. » Alors qu'Émilie se tournait pour partir, Liam appela une dernière question. « Maman, est-ce qu'on est riche maintenant ?» Émilie fit une pause dans l'embrasure de la porte, pensant aux entrées du journal d'Hélène, aux témoignages de Madame Kowalski, à une communauté qui avait choisi le caractère plutôt que la commodité. « Oui, mon chéri, » dit-elle, « nous sommes riches dans toutes les façons qui comptent. » 1 an après la mort d'Hélène, Émilie obtint son diplôme d'école d'infirmière avec les honneurs. Elle trouva du travail au même hôpital où sa mère avait passé ses dernières semaines, prenant soin de patients dont les familles faisaient face à la même épuisement et peur qu'Émilie avait navigué seule. Le premier jour, elle portait la petite croix en or d'Hélène et gardait une photo de sa mère dans la poche de son uniforme. Quand des membres de famille débordés la remerciaient pour de petits actes de gentillesse, Émilie pensait à l'héritage et au legs, aux façons dont l'amour se multiplie quand il est partagé plutôt qu'accumulé. Elle avait appris qu'être la légitime héritière ne concerne pas ce que vous recevez, mais ce que vous donnez. Cela concerne comprendre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous transmettons. Helen Harper avait laissé à ses filles plus que de l'argent.
Elle leur avait laissé un modèle de comment vivre avec un but, comment sacrifier sans ressentiment, comment construire quelque chose de durable à partir de petits actes quotidiens d'amour. Émilie apprenait encore à être digne de cet héritage. Mais chaque jour, alors qu'elle prenait soin d'autrui de la façon dont sa mère avait pris soin d'elle, elle sentait la présence d'Hélène, guidant ses mains et renforçant son cœur. Le vrai héritage, Émilie le comprenait maintenant, n'était pas 450 000 $. C'était la connaissance que l'amour, correctement investi, donne des rendements qui durent des générations. Si cette histoire vous émeut, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, parce que votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Des années plus tard, quand Liam aura ses propres enfants, Émilie leur parlera de leur arrière-grand-mère Hélène, d'une femme qui a travaillé 3 emplois et économisé 25 $ à la fois parce qu'elle croyait en la construction de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle expliquera que la richesse ne concerne pas avoir assez d'argent pour acheter tout ce qu'on veut, mais avoir assez d'amour pour donner tout ce qui est nécessaire. Et elle leur montrera la boîte de recettes d'Hélène, toujours assise sur l'étagère de la cuisine, tenant encore la lettre qui a enseigné à Émilie la différence entre prendre et recevoir, entre mériter et gagner, entre être nommé dans un testament et être appelé à un héritage. La recette de tarte aux pommes est là aussi, écrite de l'écriture soignée d'Hélène, demandant des ingrédients qui peuvent être mesurés en tasses et cuillères à soupe. Mais la plus importante recette qu'Hélène a laissée derrière elle ne peut pas être mesurée ou quantifiée. C'est la formule pour transformer le sacrifice en bénédiction, pour transformer les difficultés en espoir, pour créer un héritage qui enrichit non seulement les comptes bancaires, mais les cœurs humains. Émilie utilise cette recette chaque jour. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire? Avez-vous fait face à des moments où faire ce qui était juste nécessitait de risquer tout ce que vous pensiez vouloir? Avez-vous découvert que les héritages les plus précieux ne peuvent pas être déposés dans les banques, mais doivent être vécus dans les choix quotidiens? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences importent, et elles aident à créer une communauté où des histoires comme celle d'Hélène et Émilie peuvent inspirer d'autres personnes faisant face à des défis similaires. Mais l'histoire d'Émilie ne s'est pas terminée avec le jour de remise des diplômes, ou même avec la cérémonie de bourse. La vie, comme Hélène le lui avait toujours enseigné, concernait les choix quotidiens que vous faites quand personne ne regarde, la personne que vous devenez à travers d'innombrables petits actes de caractère. 2 ans après la bataille d'héritage, Émilie reçut un appel téléphonique qui testerait tout ce qu'elle avait appris sur le pardon et les liens familiaux. Jessica était à l'hôpital et elle demandait Émilie. L'appel arriva un mardi soir, juste alors qu'Émilie aidait Liam avec ses devoirs. Ses compétences de lecture s'étaient améliorées dramatiquement, et elle regardait avec fierté alors qu'il prononçait des mots complexes qui auraient été impossibles pour lui juste des années auparavant. La voix au téléphone appartenait à Richard, le mari de Jessica, et elle tremblait d'épuisement et de peur. « Émilie, je suis désolée d'appeler si tard. C'est Jessica. Elle est à l'hôpital et... Eh bien, elle te demande. » Émilie sentit son monde s'incliner légèrement. Malgré la paix provisoire qu'elles avaient trouvée, elle et Jessica avaient maintenu une distance prudente au cours des 2 dernières années. Elles échangeaient des cartes de Noël et assistaient ensemble à la cérémonie de bourse annuelle. Mais leur relation restait polie plutôt que chaleureuse. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Émilie, atteignant déjà ses clés de voiture. « Accident de voiture. Elle est stable, mais... » La voix de Richard se brisa. « Les médecins disent qu'elle a des blessures à la colonne vertébrale. Ils ne sont pas sûrs encore si elle marchera de nouveau. » Émilie organisa pour Marcus de rester avec Liam et conduisit toute la nuit jusqu'au centre médical régional, à 3 heures de là. Alors qu'elle naviguait les autoroutes vides sous une canopée d'étoiles, elle pensa aux mots de sa mère du journal. « Le vrai héritage n'est pas l'argent, ce sont les valeurs. C'est la façon dont nous prenons soin les uns des autres. » Elle trouva Jessica aux soins intensifs, connectée à des moniteurs et des machines qui bipaient doucement dans la pièce silencieuse. Le visage de sa sœur était pâle et tiré,
la faisant paraître plus jeune et plus vulnérable qu'Emily ne l'avait jamais vue. « Tu es venue » murmura Jessica quand Emily entra dans la pièce. « Bien sûr que je suis venue » répliqua Emily, bien qu'une partie d'elle était surprise par sa propre réponse immédiate. Il y a 2 ans, elle aurait peut-être hésité, aurait peut-être pesé la demande de Jessica contre les anciennes blessures et ressentiments. « Je conduisais en revenant du concert de l'école de Sarah », dit Jessica, sa voix à peine audible. Je n'arrêtais pas de penser à quelque chose que maman avait l'habitude de dire sur la famille, sur comment le sang ne vous rend pas seulement apparenté, il vous rend responsable les uns des autres. Émilie tira une chaise près du lit. « Qu'est-ce que les médecins t'ont dit ? Vertèbres compressées, possible dommage nerveux. Ils ne connaîtront pas l'étendue jusqu'à ce que l'enflure diminue. » Jessica tourna sa tête pour regarder directement Émilie. « J'ai peur. » L'admission flotta entre elles comme un pont s'étendant à travers 2 ans de distance prudente. Émilie la reconnut pour ce qu'elle était, une invitation à renouer avec les affaires compliquées, parfois douloureuses, d'être sœur. « Tu te souviens, » continua Jessica, « quand je me suis cassé le bras en tombant du pommier derrière notre maison? Je devais avoir 8 ou 9 ans. » Émilie sourit. « Tu essayais de prouver que tu pouvais grimper plus haut que moi. Maman était furieuse. Mais tu es resté avec moi à l'hôpital. Tu as tenu ma main quand ils ont remis l'os. Tu as dessiné des images sur mon plâtre tous les jours jusqu'à ce qu'il soit enlevé. » Émilie sentit les larmes se rassembler dans ses yeux. « J'avais oublié ça. Pas moi. J'y ai beaucoup pensé dernièrement, en fait, à ce que cela signifie d'être présente pour la famille, même quand c'est dur ou gênant ou effrayant. » Au cours des semaines suivantes, Émilie se retrouva à faire l'aller-retour de 3 heures, au centre médical plusieurs fois par semaine. Elle apportait à Jessica des livres de la bibliothèque, l'aidait à naviguer les papiers d'assurance et servait de traductrice quand le personnel médical débordé utilisait une terminologie que Jessica ne comprenait pas. Plus important encore, elle s'assoyait simplement avec sa sœur pendant les longues heures d'incertitude, pendant les séances de physiothérapie qui laissaient Jessica épuisée et découragée, pendant la réalisation graduelle que bien que Jessica marcherait de nouveau, sa vie serait pour toujours changée par la douleur chronique et les limitations de mobilité. Un soir, alors qu'Émilie se préparait à partir après une journée particulièrement difficile de physiothérapie, Jessica attrapa sa main. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle, sa voix sérieuse. « À propos de l'héritage, à propos de maman. » Émilie se tendit, se demandant si les anciens ressentiments allaient refaire surface. « J'avais tort, » continua Jessica. « Pas juste à propos de l'argent, bien que j'avais tort à ce sujet aussi. J'avais tort sur ce que maman valorisait, sur ce qu'elle essayait de nous enseigner. » Jessica lutta pour s'asseoir plus droite dans son lit. « Allongée ici ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de temps pour penser aux choix que j'ai faits, au genre de personne que je suis devenue. Maman ne t'a pas laissé l'héritage parce que tu étais sa préférée. Elle te l'a laissé parce que tu comprenais quelque chose que je ne comprenais pas. Quoi ? Que la richesse ne concerne pas accumuler des choses pour soi-même. Cela concerne avoir assez à partager, assez à aider, assez à améliorer la vie d'autres personnes. » Jessica atteignit dans son tiroir de chevet et sortit un morceau de papier plié. « J'ai travaillé sur quelque chose avec mon avocat. Je veux contribuer plus au fonds de bourse. Pas juste un don ponctuel, mais une dotation permanente. » Émilie regarda le document que Jessica lui tendait. C'était un engagement légal de contribuer 100 000 $ sur 5 ans au fonds de bourse de services communautaires Helen Harper, avec l'objectif explicite de l'étendre pour aider plus de parents célibataires à poursuivre une éducation dans les professions d'aide. « Jessica, tu n'as pas… » « Si, je dois. C'est ce que maman essayait de nous dire dans chaque choix qu'elle faisait. Que nous avons la responsabilité d'utiliser tout ce qui nous a été donné pour aider ceux qui luttent de la façon dont nous avons lutté autrefois. » Émilie sentit quelque chose changer dans sa poitrine, un relâchement de tension qu'elle n'avait même pas réalisé porter. Ce n'était pas juste à propos de l'argent ou même du pardon. C'était à propos de la reconnaissance, de Jessica comprenant finalement les valeurs que leur mère avait essayé d'inculquer à toutes les deux.
La cérémonie d'expansion de bourse eut lieu le printemps suivant, un bel après-midi de mai, quand les buissons lilas préférés d'Hélène étaient en pleine floraison. Jessica y assista en fauteuil roulant, toujours en récupération de son accident mais déterminée à être présente. Ils annoncèrent 5 nouveaux récipiendaires de bourse cette année-là, incluant une grand-mère poursuivant un diplôme en travail social et un jeune père étudiant pour devenir infirmier pédiatrique. Alors qu'Émilie regardait ses étudiants méritants accepter leur prix, elle sentit la présence de sa mère plus fortement qu'elle ne l'avait fait depuis le jour où Hélène était morte. Après la cérémonie, Jessica et Émilie s'assirent ensemble sur un banc surplombant le petit jardin commémoratif qui avait été planté en l'honneur d'Hélène derrière la bibliothèque. Sarah et Liam jouaient ensemble à proximité, leur rire se mélangeant au son des carillons éoliens et au doux clapotis d'une petite fontaine. « Tu penses qu'on l'a finalement bien fait ?» demanda Jessica, regardant leurs enfants jouer. Émilie considéra la question. Elles avaient toutes les deux fait des erreurs, s'étaient toutes les deux causé de la douleur, avaient toutes les deux lutté pour comprendre ce que leur mère avait essayé de leur enseigner sur l'amour et la responsabilité. « Je pense que maman dirait qu'on apprend encore, » répliqua Émilie. « Mais peut-être que c'est le point. Peut-être qu'être digne d'un héritage ne concerne pas être parfait. Cela concerne être disposé à continuer d'essayer, même quand c'est dur. » Jessica hocha lentement la tête. Elle avait l'habitude de nous dire que le meilleur héritage que les parents peuvent laisser à leurs enfants n'est pas l'argent en banque, c'est la connaissance de comment bien aimer. « Mais comment bien pardonner aussi », ajouta Émilie. Elles s'assirent en silence confortable pendant un moment, regardant leurs enfants et pensant à la géographie compliquée de l'amour familial, sur comment la distance la plus courte entre deux cœurs n'est pas toujours une ligne droite. Plus tard ce soir-là, Émilie se retrouva de retour dans la cuisine de sa mère, maintenant sa cuisine, préparant le dîner pour Liam et pensant aux événements de la journée. La boîte de recettes était toujours sur son étagère, tenant toujours la lettre finale d'Hélène, à côté de décennies d'instructions manuscrites pour tout, de la tarte aux pommes aux biscuits de Noël au pain de viande parfait. Mais Émilie avait ajouté ses propres contributions au fil des années. La recette de crêpes préférée de Liam, écrite de son écriture soignée. Instructions pour le gâteau d'anniversaire spécial qu'ils faisaient ensemble chaque année le jour de l'anniversaire d'Hélène. Une collection d'histoires et de souvenirs de famille qu'elle gardait pour le jour où Liam aurait ses propres enfants. Alors qu'elle remuait la soupe qui mijotait sur la cuisinière, la recette d'Hélène, légèrement modifiée pour les besoins alimentaires de Liam, Émilie réfléchit à l'étrange alchimie de l'héritage, la façon dont l'amour et les valeurs et les traditions familiales se transmettent non pas à travers des documents légaux, mais à travers d'innombrables petits moments de soin et d'attention. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Marcus appelant pour demander comment la cérémonie s'était passée. « C'était beau », dit Émilie. « Jessica et moi avons eu une longue conversation après. Je pense qu'on comprend finalement ce que maman essayait de nous dire. C'est-à-dire, » Émilie fit une pause, versant la soupe dans des bols et pensant à la question, que les choses les plus précieuses que nous héritons ne peuvent pas être calculées en montant de dollars. Elles doivent être vécues jour après jour, choix après choix. En parlant de ça, dit Marcus, et Émilie pouvait entendre le sourire dans sa voix. J'ai des nouvelles. On m'a offert un poste de directeur à l'école primaire. Ils veulent restructurer le programme d'éducation spécialisée, créer plus de ressources pour les enfants avec déficiences auditives et retard de parole. Émilie ressentit une poussée d'excitation. « Marcus, c'est merveilleux. Tu seras formidable pour ça. » « J'espère. » Je n'arrête pas de penser à quelle différence le bon soutien a fait pour Liam. Chaque enfant mérite ce genre d'advocacy. Après qu'ils aient raccroché, Émilie réfléchit à la nature interconnectée du changement positif, la façon dont la bonne fortune d'une personne pourrait se propager vers l'extérieur pour bénéficier à toute une communauté. L'héritage d'Hélène avait sécurisé l'avenir de Liam, mais il avait aussi financé des bourses pour d'autres parents en difficulté, créé des opportunités pour les enfants handicapés
et même inspiré Jessica à devenir une meilleure version d'elle-même. Cette nuit-là, en bordant Liam, Emily posa leur question habituelle du coucher. « Pourquoi es-tu reconnaissant aujourd'hui ?» « Les enfants de la bourse, » dit Liam sans hésitation, « et que tante Jessica va mieux. Que grand-maman Hélène serait fière de nous. » Emily embrassa son front. « Pourquoi penses-tu qu'elle serait fière ?» Liam considéra cela sérieusement, comme il le faisait pour la plupart des questions. À 8 ans, il avait développé une thoughtfulness qui surprenait parfois les adultes. « Parce qu'on prend soin des gens, » dit-il finalement. « Comme elle le faisait, comme tu le fais à l'hôpital, comme les gens de la bourse le feront quand ils finiront l'école. » Emily sentit son cœur gonfler de fierté et d'amour. Son fils avait hérité de quelque chose de plus précieux que n'importe quel fonds fiduciaire, une compréhension que la vraie richesse réside dans le service aux autres. 3 ans plus tard, Emily fut promue infirmière-chef de l'unité cardiaque à l'hôpital. Le poste venait avec plus de responsabilités, des heures plus longues et un salaire significativement plus élevé. Mais ce qui comptait le plus pour Emily était l'opportunité de mentorer de jeunes infirmières et d'implémenter des programmes qui soutenaient mieux les familles des patients pendant leurs moments les plus difficiles. Elle utilisa judicieusement l'héritage de sa mère au fil de ces années, non seulement pour l'éducation et la thérapie de Liam, mais pour établir un petit fonds d'urgence qui aidait les familles faisant face à des crises médicales. Quand les parents ne pouvaient pas se permettre de rester dans des hôtels près de l'hôpital, le fonds d'Emily couvrait leurs dépenses. Quand les enfants avaient besoin d'équipements spécialisés que l'assurance ne couvrait pas, le fonds comblait l'écart. Le fonds opérait discrètement, sans fanfare ou reconnaissance. Emily avait appris de sa mère que le meilleur genre de don se passe sans audience, motivé non par le désir de louange, mais par la simple reconnaissance que nous sommes tous connectés, tous responsables du bien-être les uns des autres. Jessica, entre-temps, avait canalisé sa propre récupération dans le travail d'advocacy pour les personnes avec des blessures spinales. Son background légal et son expérience personnelle la rendaient une porte-parole efficace pour les droits des handicapés, et elle avait commencé à travailler avec les législateurs pour améliorer les exigences d'accessibilité et la couverture d'assurance pour l'équipement adaptatif. Les sœurs avaient trouvé leur chemin vers une relation qui honorait à la fois leur histoire partagée et leurs chemins individuels vers l'avant. Elles n'étaient pas aussi proches qu'elles avaient été dans l'enfance, avant que l'ambition et le ressentiment n'aient conduit des coins entre elles, mais elles avaient construit quelque chose de mieux. Un partenariat mature basé sur le respect mutuel et l'engagement partagé aux valeurs de leur mère. La 4e cérémonie annuelle de bourse Helen Harper se tint par un parfait après-midi d'automne, avec des feuilles dorées créant une canopée naturelle sur le lieu extérieur. 20 étudiants reçurent des prix cette année-là, représentant la croissance constante du programme et l'engagement continu de la communauté à soutenir les parents célibataires dans la poursuite de meilleures vies. Emily prononça le discours principal, parlant de la différence entre l'assistance temporaire et le soutien transformationnel. Ma mère comprenait que la meilleure aide ne traite pas seulement les besoins immédiats, dit-elle à l'audience. Elle crée des opportunités pour les gens de construire de meilleurs avenirs pour eux-mêmes et leurs familles. Chaque récipiendaire de bourse ici aujourd'hui représente non seulement une vie changée, mais d'innombrables vies qui seront touchées par leur service dans les années à venir. Après la cérémonie, Emily et Jessica marchèrent ensemble à travers le jardin commémoratif, maintenant étendu pour inclure des bancs donnés par les récipiendaires de bourse et leurs familles. Une petite plaque près de la fontaine lisait « En mémoire d'Helen Harper, qui nous a enseigné que l'amour se multiplie quand partagé. » « Je me suis demandé quelque chose, » dit Jessica, alors qu'elle s'arrêtait près du banc commémoratif de leur mère. « Penses-tu que nous aurions trouvé notre chemin à cet endroit sans la bataille d'héritage, sans toute la douleur et la colère et la confrontation publique ?» Emily considéra la question. Peut-être pas. Peut-être qu'on avait besoin de passer par ça pour comprendre ce que maman essayait vraiment de nous enseigner. Tu veux dire sur le pardon? Surtout, sur la responsabilité et la générosité et ce que cela signifie vraiment d'être une famille.
Émilie s'assit sur le banc et regarda vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître. Je pense que maman savait qu'on avait toutes les deux des leçons à apprendre. Peut-être que la crise d'héritage était sa façon de s'assurer qu'on les apprendrait. Jessica la rejoignit sur le banc. Tu penses qu'elle l'a planifié depuis le début? Je pense qu'elle avait confiance qu'on finirait par comprendre comment mieux nous aimer, même si cela prenait une crise pour nous y amener. Elles s'assirent ensemble en silence confortable, regardant les dernières photos de mariage de la journée être prises près des rosiers que Jessica avait donnés en mémoire de leur mère. « J'ai quelque chose pour toi », dit soudain Jessica, fouillant dans son sac à main. Elle sortit un petit paquet emballé. « C'est l'anniversaire de maman la semaine prochaine, et je voulais te donner ceci avant. » Émilie déballa le cadeau soigneusement. À l'intérieur se trouvait un petit médaillon en argent qu'elle se souvenait de l'enfance, un que Hélène avait porté lors d'occasions spéciales, mais avait rangé des années plus tôt quand la chaîne s'était cassée. « Je l'ai fait réparer », expliqua Jessica, et j'ai mis quelque chose à l'intérieur. Émilie ouvrit le médaillon pour trouver 2 petites photographies, une d'Hélène tenant Liam bébé à l'hôpital et une d'Émilie et Jessica comme jeunes enfants, les bras autour l'une de l'autre, souriant à l'appareil photo. « Je pensais que tu devrais la voir, » dit Jessica. « Tu es celle qui porte son héritage chaque jour. » Émilie sentit des larmes se rassembler dans ses yeux. « Merci. Mais tu le portes aussi, tu sais, de façon différente, mais tout aussi importante. » En retournant vers leur voiture, Émilie réfléchit à l'étrange grâce des secondes chances, sur la façon dont l'amour familial peut survivre même aux blessures les plus profondes, si les gens sont disposés à continuer d'essayer. 5 ans après la mort d'Hélène, Émilie reçut une lettre qui aurait rendu sa mère fière. Elle venait du docteur Sarah Chen, la première récipiendaire de la bourse Helen Harper, qui était maintenant en train de terminer sa résidence en médecine familiale. « Chère Madame Harper », commençait la lettre, « je voulais que vous sachiez que j'ai accepté un poste dans un centre de santé communautaire servant les familles à faible revenu. La bourse qui a rendu mon éducation possible m'a maintenant permis de fournir des soins à des centaines de personnes qui n'auraient pas autrement accès à des soins de santé de qualité. Mais plus que ça, l'histoire de votre mère a façonné comment je pratique la médecine. Je me souviens du discours que vous avez donné le jour où j'ai reçu ma bourse, sur la façon dont le meilleur héritage n'est pas l'argent, mais les valeurs. J'essaie de vivre cela chaque jour dans la façon dont je traite les patients et leurs familles. J'écris parce que je voulais que vous sachiez que j'ai établi un petit fonds au centre de santé pour aider les familles qui ne peuvent pas se permettre les médicaments ou l'équipement médical. Je vois ça comme ma façon de transmettre le cadeau que votre mère m'a fait à travers la générosité de votre famille. Helen Harper ne m'a jamais rencontré, mais son héritage a changé ma vie et touchera maintenant les vies d'innombrables autres. Sachez s'il vous plaît que son investissement en moi s'est multiplié bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Émilie lut la lettre à voix haute à Liam ce soir-là, comme c'était devenu leur tradition avec les mises à jour des récipiendaires de bourse. À 11 ans, il était assez âgé pour comprendre les effets d'ondulation de la générosité, la façon dont la gentillesse d'une personne pourrait se propager vers l'extérieur, à travers les communautés et générations. « Maman, dit-il après, tu penses que grand-maman Hélène peut voir toutes les bonnes choses qui sont venues de son argent ?» Émilie pensa à la question alors qu'elle glissait la lettre dans le dossier en expansion de correspondance des récipiendaires de bourse. Enseignants, infirmières, travailleurs sociaux, conseillers, tous des gens qui servaient maintenant les autres parce qu'Helen Harper avait économisé des quarters et des billets de dollars pendant 30 ans. « Je pense qu'elle peut voir ce qui compte, » répliqua Émilie. « Je pense qu'elle peut voir que l'amour et le sacrifice ne sont pas gaspillés quand ils sont investis dans les bonnes choses. » Cette nuit-là, Émilie s'assit à sa table de cuisine et commença à écrire sa propre lettre, une qu'elle ajouterait à la boîte de recettes à côté du message final de sa mère. « Cher Liam, » écrivit-elle, « d'ici à ce que tu lises ceci, tu seras probablement adulte, peut-être avec tes propres enfants. Je veux que tu connaisses l'histoire de ton héritage,
non seulement celui financier, mais l'héritage plus important que ton arrière-grand-mère a laissé pour nous tous. Helen Harper était une femme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires à travers l'accumulation de petits choix quotidiens. Elle a choisi le service plutôt que le confort, la générosité plutôt que la sécurité, l'amour plutôt que la peur. Elle comprenait que la vraie richesse n'est pas mesurée par ce qu'on accumule, mais par ce qu'on donne. Ton héritage inclut de l'argent, oui, mais plus important, il inclut la connaissance que tu viens de gens qui croyaient à construire quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Tu viens d'une tradition de service, de prendre soin des autres, d'utiliser tous les dons que tu as reçus pour rendre le monde un peu meilleur. Peu importe ce que tu choisis de faire de ta vie, souviens-toi que l'héritage le plus précieux que tu peux laisser à tes propres enfants n'est pas la sécurité financière, mais la clarté morale. Enseigne-leur ce que ton arrière-grand-mère nous a enseigné, que nous sommes tous responsables les uns des autres, que l'amour se multiplie quand il est partagé, et que la meilleure façon d'honorer les dons que tu as reçus est de les transmettre. Avec tout mon amour et ma foi en ton avenir, maman. Émilie plia la lettre et la plaça dans la boîte de recettes, sachant qu'un jour, quand Liam serait prêt, il la trouverait à côté des mots de son arrière-grand-mère et comprendrait le poids complet et le privilège de son héritage. 10 ans après la mort d'Hélène, le programme de bourse avait évolué en quelque chose ni Émilie ni Jessica n'auraient pu envisager. Ce qui avait commencé comme un simple fonds pour aider les parents célibataires à poursuivre une éducation avait grandi en un réseau de soutien compréhensif qui incluait le mentorat, l'assistance à la garde d'enfants, les services de placement d'emploi et le conseil financier continu. Le programme avait aidé plus de 100 familles et beaucoup des premiers récipiendaires étaient revenus comme bénévoles et donateurs, créant un cycle auto-entretenu de dons et réceptions. Émilie, maintenant directrice des soins infirmiers à l'hôpital, avait été invitée à parler lors de conférences sur les approches innovantes à l'accessibilité des soins de santé et le soutien familial. Jessica avait avec succès fait du lobbying pour une législation d'État mandatant une meilleure couverture d'assurance pour l'équipement adaptatif et avait établi sa propre fondation centrée sur l'advocacy du handicap. Mais le moment qui aurait rendu Hélène la plus fière vint pendant la 10e cérémonie annuelle de bourse, quand Liam, maintenant 16 ans et se préparant pour ses propres candidatures universitaires, prononça un discours sur l'obligation qui vient avec le privilège. « J'ai grandi entouré de gens qui croient que ce que tu reçois dans la vie crée une responsabilité de rendre, dit-il à l'audience. Mon arrière-grand-mère Hélène a travaillé 3 emplois pour que ses filles puissent avoir de meilleures vies. Ma mère a utilisé son héritage non seulement pour sécuriser mon avenir, mais pour créer des opportunités pour les autres. L'année prochaine, je commencerai l'université avec des avantages que beaucoup de gens n'ont pas. Pas seulement des avantages financiers, mais la connaissance que mon éducation est supposée servir quelque chose de plus grand que mon propre succès. Je prévois étudier la médecine, non pas parce que je veux être riche ou prestigieux, mais parce que je veux continuer la tradition de service qui définit ma famille. Émilie regarda depuis l'audience avec des larmes dans les yeux, comprenant que c'était ce dans quoi Hélène avait vraiment investi toutes ces années. Pas seulement la sécurité financière pour ses descendants, mais la formation du caractère, le développement de jeunes gens qui comprendraient leur bonne fortune comme une confiance plutôt qu'un droit. Après la cérémonie, 3 générations de la famille Harper se rassemblèrent dans le jardin commémoratif pour leur tradition annuelle de partager des souvenirs d'Hélène et réfléchir aux accomplissements de l'année. Émilie, Jessica, Liam et Sarah s'assirent ensemble sur les bancs qui avaient été donnés par des récipiendaires de bourses reconnaissants, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances d'or et de rose. « Je souhaiterais pouvoir me souvenir plus d'elle, » dit Sarah. À 14 ans, elle n'avait que de vagues souvenirs de sa grand-mère, mais elle avait grandi en entendant des histoires sur la générosité et la force d'Hélène. « Elle aurait été si fière de vous deux, » dit Émilie aux adolescents. « Pas seulement à cause de vos réussites académiques ou vos plans pour l'avenir, mais à cause de votre compréhension que le succès signifie service. » Jessica hocha la tête.
Maman disait toujours que la mesure d'une vie n'est pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on contribue. Vous comprenez toutes les deux cela mieux que je ne le faisais à votre âge. Alors que la soirée s'approfondissait et les lumières solaires du jardin commençaient à scintiller parmi les fleurs, Émilie réfléchit aux mathématiques étranges du legs, la façon dont un siècle de petits sacrifices d'une femme s'était multiplié en décennies de changements positifs. L'héritage d'Helen Harper avait été plus que de l'argent. Il avait été un cours magistral en valeurs, une démonstration de ce que cela signifiait de vivre avec un but, et un défi aux générations futures de construire quelque chose digne de la fondation qu'elle avait posée. Le vrai héritage, Émilie le comprenait maintenant avec la clarté qui vient des années de vivre et d'apprendre, n'était pas les 450 000 $ qu'Hélène avait économisés. C'était la connaissance que l'amour, correctement investi, donne des rendements qui se composent à travers les générations, créant une richesse qui ne peut pas être calculée sur les relevés bancaires, mais doit être mesurée en vie changée, opportunités créées et espoir restauré. Et cet héritage continuerait à se multiplier longtemps après que le dernier dollar des économies d'Hélène aurait été dépensé, porté en avant par de jeunes gens qui comprenaient que le privilège est la permission de servir, que la bénédiction est responsabilité, et que la forme la plus vraie de richesse est la capacité à élever les autres avec soi-même. Si cette histoire vous émeut, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, parce que votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire? Avez-vous fait face à des moments où faire ce qui était juste nécessitait de risquer tout ce que vous pensiez vouloir? Avez-vous découvert que les héritages les plus précieux ne peuvent pas être déposés dans les banques, mais doivent être vécus dans les choix quotidiens? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences importent, et elles aident à créer une communauté où des histoires comme celle d'Hélène et Émilie peuvent inspirer d'autres personnes faisant face à des défis similaires. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Helen Harper. Merci de comprendre que la vraie mesure de l'héritage ne réside pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous choisissons de faire avec ce qui nous a été donné.